présentation. Ah non, c'est bon, c'est bon. Donc, je ne sais pas s'il va nous rejoindre tout de suite. Et puis, il y a deux, trois trucs, comme autant que ce soit lui qui en parle. Je le ferai s'il n'est pas là. Hein. D'accord, ça marche. Et comme vous voulez, mais j'aurais tendance à vous proposer. Ah oui, c'est pour l'enregistrement que ça vous embête. Ah non, pas de souci. Après, non, aucun souci. Non, mais s'il joint à nous en cours de route, quoi. Non, on s'arrangera après pour l'enregistrement. Hein. Ouais. On va pas. Ok. Est-ce que éventuellement, juste, vous pourriez augmenter un peu le son de votre micro parce qu'on vous entend assez de très loin en fait. S'il vous plaît. Alors. J'essaye, mais je ne sais pas si c'est ça. Je vois plus l'écran là. Est-ce que tu as testé le micro? C'est dans quoi que je l'ai? Ou peut-être juste vous rapprocher un peu de l'ordinateur, sinon je ne sais pas si ça peut fonctionner comme ça. J'ai dit, mais en fait, je l'ai débranché en le faisant juste avant. Je vais recommencer. Parce que comme c'est mon ordi de bureau, il est sur le côté pour que les patients n'aient pas entre les patients et moi. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Ou c'est pas très distinct? Si ça va quand même. Vu que les micros de tout le monde sont coupés, ça va, je pense. Oh, c'est un peu bête. Hein. Je ne sais même pas en fait où est le micro, si c'est sur l'écran ou c'est sur la webcam. Non, mais ça va, je pense que sinon chacun va pouvoir augmenter le son sur son ordinateur. Puis ça va. Ouais. Ok. Vous n'hésitez pas à me couper si ce n'est pas suffisamment fort pendant le truc. Hein. Très bien. Pas de souci. Okay. Alors, parce que comme en fait là, moi je ne me vois plus, donc je ne sais même pas si je suis. On s'en fout un peu. De toute façon, vous avez juste mon écran là. Oui, c'est bon, on a votre écran. Okay. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu toutes les questions qui avaient été posées pour les objectifs là, de la journée. Je n'ai pas tout repris. Il y a des points qu'on pourra reprendre du coup à la fin de façon un peu séparée. Parce que j'ai quand même essayé de faire un truc un peu avec une suite un peu logique sur une présentation quand même de la cancéro en ORL. Donc, on va commencer par des généralités, parler un peu des bilans qu'on fait et parler un petit peu du traitement. Donc, les cancers ORL sont des cancers qui sont fréquents. On dit que c'est au 4e rang des cancers en France, avec un taux d'incidence qui est encore plus élevé en Bretagne, surtout parce que ce sont des cancers dont le facteur de risque principal est l'intoxication alcoolo-tabagique et que la consommation d'alcool est élevée en Bretagne. Il y a un taux de mortalité qui est relativement élevé. Ce n'est pas des données extrêmement récentes à ce que j'ai, mais plus de 6 000 décès par an, avec une forte prédominance masculine, surtout liée au facteur de risque, mais du coup, une incidence chez les femmes qui augmente, puisque la différence au niveau notamment de la consommation de tabac entre les hommes et les femmes, elle s'estompe avec les années. Ce n'est pas du tout comme il y a 20 ans. J'ai juste mis une petite figure en dessous pour montrer à quel point l'incidence est importante en France par rapport aux autres pays d'Europe. Et c'est ce qui explique qu'on a une grande expertise en France sur la prise en charge de ce type de cancer, aussi bien d'un point de vue chirurgical que d'un point de vue de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, du fait de l'incidence très élevée de ce type de cancer. Donc, au niveau des facteurs de risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout l'alcool et le tabac, sachant qu'il y a un effet un peu cumulatif. Et il y a un nouveau facteur de risque qui est identifié depuis déjà quand même quelques années, qui est l'HPV, le Human Papillomavirus. Donc, c'est un virus qui est impliqué dans le développement du cancer du col de l'utérus chez la femme. Ça, c'est bien connu. On vaccine les jeunes filles contre l'HPV pour diminuer l'incidence du cancer du col. Et il y a beaucoup de pays où on vaccine aussi aujourd'hui les jeunes garçons pour diminuer l'incidence des cancers ORL. Probablement que ce sera dans les recommandations vaccinales en France d'ici quelques années.
en fait, presque tout le monde a ce virus. On ne sait pas trop pourquoi certains patients vont conserver le virus et pourquoi ils vont développer un cancer. En fait, on doit beaucoup expliquer aux patients, nous, après, que voilà, il n'y a pas de précautions à prendre par rapport à leur entourage et tout ça quand ils développent un cancer lié à l'HPV. Du coup, de cette histoire d'HPV, en fait, découle une différence un peu notable au niveau de l'évolution du cancer. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'identifier est-ce que ce cancer est lié à l'HPV ou pas. Aujourd'hui, ça ne change pas vraiment encore le traitement, mais sûrement que ce sera quelque chose d'actualité dans quelques années, parce qu'on a 3 profils évolutifs de patients. Les patients qui sont fumeurs et qui n'ont pas l'HPV. Donc, en fait, je vais en reparler après, mais c'est le marqueur P16. C'est ça qui permet de voir si le cancer est lié à l'HPV ou pas. Donc, les patients qui sont tabagiques mais qui n'ont pas l'HPV ont globalement le pronostic le plus sombre au niveau de la guérison et de la survie. Les patients qui sont fumeurs mais qui ont le virus vont avoir un profil intermédiaire. Et les patients qui ne sont pas fumeurs et qui ont le virus, une tumeur développée à cause du virus, ont un profil de guérison bien plus favorable. Et c'est la raison pour laquelle sûrement on modifiera des choses dans le traitement, parce qu'on peut sans doute les traiter de façon moins agressive. Et c'est ce qui explique que la classification TNM pour certaines localisations est évoluée en fonction de l'HPV. Parce que le TNM, c'est pour donner en fait un pronostic au cancer, essentiellement. Même si on s'en sert pour d'autres choses, c'est à ça que ça sert. Je vois que Joël nous a rejoint. Joël, si tu veux intervenir, tu actives ton micro et tu me coupes. Donc, au niveau de l'évolution de ces cancers, en fait, on a beaucoup de secondes localisations. Ces secondes localisations, elles peuvent être synchrones, c'est-à-dire apparaître en même temps, ou métachrones, c'est-à-dire apparaître plus tardivement dans le temps. Et ça a une incidence sur le bilan initial, parce qu'on va faire d'autres examens que juste la nasofibroscopie ORL et les biopsies, pour vérifier que le patient n'a pas un deuxième cancer, par exemple un monsieur qui a un cancer de la langue, et bien on va vérifier qu'il n'a pas un cancer de l'hypopharynx ou même de l'œsophage, raison pour laquelle on fait la panendoscopie pour aller tout regarder, je vous expliquer ça après, qu'on fait aussi des examens d'imagerie. Et dans le suivi, ça a également une incidence parce qu'on va faire des examens, pas que du cou, mais également notamment au niveau thoracique pour vérifier qu'il n'y a pas un cancer pulmonaire qui va se déclarer dans les années qui suivent. Ce sont des tumeurs qui vont surtout évoluer de façon loco-régionale. Donc, local, c'est pour la zone de la tumeur. Régional, ce sont pour les aires ganglionnaires. Et donc, ça ne donne pas beaucoup de métastases générales par rapport à plein d'autres cancers. Il y en a, mais pas beaucoup. On va surtout être confronté à des tumeurs qui vont récidiver, soit dans la bouche ou la gorge, soit au niveau du cou, au niveau des ganglions. Alors, les localisations, il y avait des demandes assez fortes sur ces localisations. Ah ben, c'est sûr que c'est compliqué en ORL parce qu'il y a plein de localisations. Ces localisations, elles sont importantes parce qu'elles ont une incidence sur l'évolution du cancer. Ça va être très différent, un cancer de la cavité orale, donc de la bouche, ou un cancer du larynx. Donc, je vais vous remontrer les schémas ensuite. Donc, la cavité orale, larynx, il y a les cordes vocales, rhinopharynx, oropharynx, hypopharynx. Donc, le rhinopharynx, c'est le cavum, c'est pareil. L'oropharynx, c'est là où il y a les amygdales et la base de langue. L'hypopharynx, c'est juste au-dessus de l'œsophage. Après, il y a des localisations qui sont encore très différentes, mais qui nous intéressent, mais qui nous demandent beaucoup moins de temps en RCP. C'est les sinus, les glandes salivaires. La thyroïde, eh bien, dans la RCP, j'en ai pas, pour ainsi dire, pas parlé. Hein. On va parler que des tumeurs thyroïdiennes qui ne fixent pas l'iode. Enfin, c'est rare et on a très rarement besoin d'en parler. Et puis, un truc particulier qu'on appelle les adénopathies sans porte d'entrée. Cette entité-là, en fait, c'est qu'on a un ganglion avec des cellules cancéreuses qui sont métastatiques, c'est-à-dire que les cellules, en fait, elles n'ont pas
pris naissance dans le ganglion, elles viennent d'autre part. Et donc, c'est ça la porte d'entrée. On parle parfois d'adénopathie prévalente, c'est-à-dire qu'on voit le ganglion. Ça va assez souvent permettre de diagnostiquer un cancer de l'amygdale qu'on ne voyait pas en consultation. Et donc, dans ces cas-là, on va coter secondairement que c'est un T1 de l'amygdale, par exemple. Mais si le bilan n'a rien montré, c'est des tumeurs qu'on cotera T0. On ne sait pas d'où ça vient. On a juste le ganglion. On sait que c'est une tumeur qui est née quelque part dans la bouche ou dans la gorge. Et donc, on va faire de la radiothérapie sur une zone assez large pour traiter la zone de naissance de la tumeur qu'on n'arrive pas à localiser. Donc, la cavité orale, c'est la bouche. Il y a les lèvres, la face interne de joue, ce qu'on appelle le plancher oral, c'est entre les dents et la langue. Donc, la langue mobile, parce qu'il y a deux parties dans la langue mobile et la base de la langue. Donc, la langue mobile, c'est celle qu'on voit dans la bouche quand on tire la langue, avec une face ventrale, une face dorsale. Il y a le palais. Donc, il y a plein de localisations. Et la différence entre la cavité orale et l'oropharynx en arrière, c'est la ligne que je trace là avec ma flèche, qui passe par le pilier antérieur des amygdales, qui passe ici entre le voile, c'est cette région-là, et le palais. Ça passe ici, et ça redescend là. C'est-à-dire que les amygdales, le voile du palais qui est ici, la luette, et là, ce qui est plus foncé derrière, qui est la paroi pharyngée postérieure, ça, c'est l'oropharynx, ce n'est pas la cavité orale. J'ai mis quelques photos où on voit des petites tumeurs. Là, on ne la voit pas très bien. C'est cette zone un peu blanche, un peu ulcérée dans la cavité orale. Là, voilà, quand on dit une tumeur ulcéro-bourgeonnante, là, ça veut dire ulcérée, ça veut dire que ça creuse. Bourgeonnante, c'est comme ça. Ça fait plus quelque chose qui est un peu plus en relief et qui n'est pas creusant. Donc, deuxième schéma qui montre la différente localisation. Première chose, les fosses nasales. Donc, les fosses nasales, en fait, il y a la narine, les trous de nez, quoi. Ensuite, la fosse nasale, c'est tout ce qui est ici en rouge foncé, et ça s'arrête à peu près à ce niveau-là, cette ligne, qu'on appelle la choane, qui est en fait la zone qui va permettre la communication entre la fosse nasale et le cavum ou le rhinopharynx qui est ici. Donc voilà, il y a cette ligne-là qui n'est pas sur le schéma. Plus bas, on a l'oropharynx ici, qui correspond à tout ce qui est un peu plus rouge-bordeaux, avec les amygdales, l'arrière de la langue qu'on appelle la base de la langue. Voilà. En avant, tout ça, c'est la bouche, la cavité orale, où il y a la langue, les dents, les lèvres. Quand on continue à descendre, on a le larynx, qui n'est pas bien montré là sur ce schéma. Le larynx, en gros, ça part de l'épiglotte qui est ici, et ça va prendre des cordes vocales. Voilà. Et l'hypopharynx, c'est ce qui est en dessous, donc qui descend là, et qui va jusqu'à la bouche de l'œsophage, qui prolonge l'oropharynx. Au niveau, donc ça c'est une vue du dessus, comme si on était à l'intérieur du corps humain, et on a là en rose la base de la langue, là en blanc c'est la langue mobile, ce qui est dans la bouche, ce truc-là c'est le V lingual qui va séparer les deux, et donc le larynx, c'est comme, faut imaginer qu'on a deux entonnoirs l'un dans l'autre. Le premier entonnoir le plus grand c'est l'hypopharynx, c'est là, et à l'intérieur on a un deuxième entonnoir plus petit qui est le larynx. Je vous montre sur la photo d'après, voilà. On voit un peu les deux entonnoirs qui s'imbriquent l'un dans l'autre. C'est comme si on était au niveau de la colonne vertébrale et qu'on regardait vers l'avant. Le larynx, c'est le premier entonnoir qui va descendre vers la trachée. Le pharynx, c'est le deuxième, qui est autour, qui va vers l'œsophage. Donc là, on voit le larynx qui est ouvert en bleu. Quand le larynx se ferme, l'épiglotte va basculer. C'est comme ça qu'on avale. Et donc, les deux flèches rouges, ça montre le chemin des aliments et des liquides qui vont aller vers l'œsophage. Je vais juste changer un truc sur mon écran. Et donc, je n'ai absolument pas détaillé toutes les localisations. Donc, j'ai pris le référentiel régional des Hauts-de-France, qui est beaucoup plus à jour que le nôtre. Et donc, si on regarde par exemple, si on va dans lèvres et cavité orale, vous allez voir un peu tout ce qui nous est décrit comme localisation. Comme sous-localisation, voilà. Les lèvres, on a déjà trois choses. La cavité orale, on a tout ça, muqueuse buccale,
lèvres supérieures, inférieures, face interne des joues, région rétromolaire, sillon gingivo-jugal, qu'on appelle le vestibule. Volontairement, je ne vous ai pas mis tout ça, ni le TNM détaillé pour toutes ces choses-là, parce que c'est pas facile à digérer. Que nous-mêmes qui le pratiquons très très régulièrement, on est quand même obligé d'aller le visualiser, regardez pour les ganglions tout ce qu'il y a, enfin. Donc c'est pour dire qu'il y avait des questions sur le TNM et tout ça. Moi, je crois que ce n'est pas le rôle des secrétaires de remplir le TNM, il faut le compléter quand on vous l'a donné. Et c'est trop complexe. On ne peut pas remplir le TNM en allant regarder là-dedans. Et parfois même en RCP, on est obligé de discuter pour dire quel est le T, quel est le N. Après les sinus, ça va plus vite, hein. On a sinus frontaux qui sont de part et d'autre au-dessus des yeux, un de chaque côté, au niveau du front. Le sinus maxillaire qui est en dessous, que tout le monde connaît aussi, entre les dents et les yeux. Et puis, ce qui est un petit peu moins connu, c'est l'ethmoïde, et finalement, on en parle quand même assez souvent. L'ethmoïde, c'est plein de petites cellules qui sont entre les deux yeux. Donc là, quand on part de l'avant et qu'on va vers l'arrière, eh ben, on voit l'ethmoïde là. Voilà, il y a toutes ces petites cellules. Et donc, l'ethmoïde est le siège d'un cancer professionnel qu'on observe chez les travailleurs du bois, l'adénocarcinome de l'ethmoïde. Voilà. Et tout au fond, on a le sphénoïde qui est de façon exceptionnelle touché par des cancers. Les glandes salivaires. On a 3 glandes salivaires principales de chaque côté. La parotide, qui est là. Donc la parotide, elle est sous l'oreille. Elle contient le nerf facial qui est le visage. La glande submandibulaire ou sous-maxillaire, c'est un synonyme, mais on doit normalement dire glande submandibulaire. Elle est située sous la mâchoire. Et puis dans la bouche, on a aussi la glande sublinguale, qui est, comme son nom l'indique, sous la langue. Et on a par ailleurs plein de petites glandes salivaires accessoires qui sont toutes petites, elles font quelques millimètres. Et ça, on en a partout dans la bouche et même dans le pharynx. La thyroïde, c'est une glande qu'on a à la partie basse du cou, que je ne vais pas détailler. Je pense que on n'a pas trop besoin d'en parler. Alors là, il y a une diapo très lourde, mais c'est exprès que je l'ai laissé comme ça, c'est pour montrer que le patient qu'on voit en consultation, eh ben, il s'en prend un peu plein la tronche parce qu'il y a vraiment plein de choses à prévoir pour faire le bilan de son cancer. Donc, il y a une consultation d'anesthésie parce qu'on doit faire un examen panendoscopique qui est un examen sous anesthésie générale. Alors, la plupart du temps, hein, je vous le mets de façon systématique, ça se discute parfois chez des patients qui ont une tumeur de la bouche et qui n'ont jamais été fumeurs. Bon, globalement, les patients ont presque toujours une panendoscopie. Panendoscopie, ça veut dire endoscopie de tout, c'est-à-dire de la trachée, de l'œsophage, de l'hypopharynx, et ce qui est vraiment tout au fond de la gorge et qu'on n'arrive pas à voir en consultation. Et il est recommandé, normalement, pour tous les patients alcoolotabagiques, en tout cas alcooliques, de faire une fibroscopie souple de l'œsophage qu'on ne fait pas si souvent que ça, parce que ça fait encore un examen de plus à rajouter. Donc, quand on fait la panendoscopie, nous, les ORL au bloc, on regarde seulement les 2/3 supérieurs de l'œsophage. Les recommandations voudraient qu'on fasse la fibroscopie complète, mais ça fait encore un rendez-vous avec un gastro-entérologue. Pas si simple à organiser quand on sait qu'on doit quand même faire tous ces examens-là dans un temps bref, hein, 2 à 3 semaines normalement. On fait un scanner cervico-thoracique tout le temps, donc du cou et du thorax, pour regarder les ganglions, regarder l'os, regarder une atteinte pulmonaire éventuellement. L'IRM, c'est pour toutes les tumeurs qui sont suprayoïdiennes, donc au-dessus de l'osioïde, qui est un petit os épicé. Et la TEP, elle est faite normalement pour les cancers plutôt localement avancés ou les récidives. Je vais en reparler un peu juste après, vous rappeler vous expliquer ce qu'est une TEP. Un bilan dentaire, c'est à faire presque tout le temps. En vue d'une radiothérapie, c'est indispensable. La radiothérapie a comme effet indésirable qu'elle altère la qualité de la salive. Beaucoup moins aujourd'hui avec l'IMRT, mais quand même un peu. Et la salive, ça nous protège des bactéries et donc des caries, parce que les caries développent à cause des bactéries. Du coup, les patients doivent avoir des dents en très bon état avant de débuter la radiothérapie, sans caries, et doivent porter des gouttières fluorées après, parce que le fluor va protéger les caries. S'il y a des soins dentaires, il faut les faire avant, donc il faut faire le bilan dentaire rapidement. C'est parfois un frein pour débuter la radiothérapie. Malheureusement, on le voit trop souvent. Consultation de tabacologie
plus ou moins d'alcoolologie. Tabacologie, c'est vraiment important pour la cicatrisation, donc on essaye de le faire d'emblée. La consultation nutritionnelle, elle est faite de façon assez fréquente dès que le patient est dénutri. Dès qu'on a un traitement qui va beaucoup altérer la nutrition en cours de traitement, et donc parfois nécessiter qu'on pose une GPR, gastrostomie per radiologie. On met une sonde gastrique au patient, donc un tuyau qui passe dans le nez qui va dans l'estomac. On envoie de l'air dans l'estomac, ça le fait gonfler. Et avec une échographie, on repère l'estomac. Et ensuite, on va piquer avec une espèce de grosse seringue qui va permettre de laisser un petit tuyau en place directement entre la peau et l'estomac. Et là-dessus, on alimentera le patient. Une fois qu'on a fait tout ça, on doit discuter, donc on fera les biopsies pendant l'endoscopie, du dossier du patient en RCP. On a une consultation d'annonce avec le médecin, avec une infirmière d'accompagnement ou un manip pour la radiothérapie, si je ne dis pas de bêtises, pour des patients qui vont avoir des opérations avec trachéotomie ou des troubles importants de la déglutition. Il y a une consultation aussi avec un orthophoniste. On leur propose une consultation avec un psychologue, à peu près partout. Une consultation d'oncogériatrie de plus en plus souvent parce que les patients sont de plus en plus âgés. On doit faire de la chimiothérapie avec du cisplatin pour faire un audiogramme, un bilan cardio s'il doit avoir du 5FU. Et il y a aussi le scanner de centrage pour la radiothérapie. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais j'ai fait exprès de vous montrer cette diapo avec plein de choses pour comprendre que c'est lourd pour le patient, lourd aussi pour les médecins et les secrétaires qui doivent organiser tout ça. Et ça pose assez souvent quand même des problèmes au niveau des délais de prise en charge. Donc la TEP-TDM, qu'est-ce que c'est? Donc on dit PET scan ou TEP-TDM. Donc TEP, c'est tomographie par émission de positron et TDM, c'est le scanner. Donc le principe, c'est qu'on va injecter du glucose qui est marqué avec du fluor radioactif. Et ce glucose va aller se fixer partout où le corps travaille beaucoup. Ça, c'est ça, la TEP. Donc, on voit que le cerveau, ça travaille beaucoup, il y a beaucoup de glucose. Au niveau du foie, là, il y a pas mal de glucose qui se fixe. Et puis, il y en a au niveau de la vessie, là, au niveau abdominal, je ne vais pas vous dire de plus parce que ce qui a fixé. Ça, c'est plutôt normal. Par exemple, il y en a ici au niveau du cerveau. Et donc, si on a une tumeur où ça travaille beaucoup, eh ben, le glucose va aller se fixer dans la tumeur. Et donc, ça permet de voir si la tumeur s'est déplacée, s'il y a des métastases. Ça peut aussi montrer de l'infection. Donc, ça ne va pas toujours montrer de la tumeur. Donc, on a la TEP, c'est ça. Le TDM, c'est ça. Et quand on couple les deux, eh ben, on a une image encore plus précise où on a le scanner avec les endroits où ça travaille beaucoup en TEP. Donc, c'est surtout pour les stades avancés, donc les grosses tumeurs. Des chirurgies qui vont être très mutilantes parce qu'il ne faut surtout pas risquer de faire une chirurgie comme une laryngectomie totale à un patient qui finalement a des métastases pulmonaires et dont l'espérance de vie est de 6 à 12 mois. Même si on fait un traitement qui va lui donner moins de chances de guérison, il faut essayer de faire un traitement qui va moins l'embêter si on sait que de toute façon, il n'y a pas d'espoir de guérison. Les patients qui sont en récidive, on fait des tests aussi. Et puis les CUP syndrome ou les adénopathies sans primitive. CUP, ça veut dire carcinome with unknown primitive. Donc, c'est les ganglions métastatiques et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, ça, c'est des indications formelles à faire des TEP. Et puis, on en fait parfois pour d'autres raisons, pour guider la radiothérapie, pour des études. Voilà. Le TNM. Donc, je vous ai montré là le TNM dans le référentiel des Hauts-de-France, qui est vraiment complexe, très fourni. Il y a une nouvelle classification TNM, notamment, et c'est pour ça que je n'ai pas pris notre thésaurus, parce qu'il n'est pas à jour, on ne l'a pas dedans, en fonction du statut P16. Donc en fait, la protéine P16, c'est une protéine qui est exprimée par la tumeur, et les anapathes vont regarder et voir si on exprime beaucoup cette protéine. Si on l'exprime beaucoup, eh bien, c'est qu'il y a de fortes chances que la tumeur soit liée au virus de l'HPV. Et comme on sait que c'est une tumeur de meilleur pronostic, elle a une classification particulière, notamment pour les ganglions, parce qu'il y a souvent des très gros ganglions et qui ne sont pas du tout aussi graves que les gros ganglions du patient fumeur qui n'a pas le virus. Je vous remontrerai éventuellement plus en détail à la fin, s'il reste du temps, le TNM. De toute façon, il est très accessible, les documents, vous pouvez les trouver sur le site de Hauts-de-France et dans plein d'autres endroits. Il y a aussi une nouvelle classification en fonction de l'épaisseur tumorale, notamment pour la langue, qui dépend de l'IRM et pas de ce qu'on voit, nous, cliniquement.
Au niveau des aires ganglionnaires, donc il y a un TNM en fonction de la taille, en fonction du nombre de ganglions, mais il y a aussi surtout une nomenclature pour parler des aires ganglionnaires. J'ai remis les schémas ici. C'est un peu plus facile peut-être sur celui de droite avec les couleurs. Je vais vous énumérer les noms. Donc, le 1A est central, c'est le groupe sous-mental, sous le menton au milieu. 1B, c'est submandibulaire, sur le côté, là, sous la mâchoire. Le 2A, c'est sous-digastrique, sous le muscle digastrique ici. Le 2B, c'est sus et rétrospinal, il y a le nerf spinal qui passe par là, c'est ce qui est au-dessus et en arrière. Le 3, c'est jugulo-carotidien moyen. Le 4, jugulo-carotidien inférieur. 5A, c'est spinal, parce qu'il y a le nerf spinal qui passe par ici. Le 5B, c'est susclaviculaire. Et le 6, c'est le groupe central. Et il y a même le 7 qui est un peu plus bas, qui est sous le sternum, qui est aussi dans le groupe central. Au niveau de l'anapathie, j'avais quelques questions. Aujourd'hui, on identifie des lésions qui sont très cancéreuses, les dysplasies de bas grade et les dysplasies de haut grade. Et dans les dysplasies de haut grade, il y a encore quelques critères. Ça, ce n'est pas du cancer, c'est le stade précancéreux. Et parfois, dans la dysplasie de haut grade, on est vraiment très proche du cancer. Ensuite, on va passer au carcinome épidermoïde, qui est le cancer qu'on retrouve le plus fréquent. Il y a le carcinome épidermoïde dans les choses dont je vais vous parler et l'adénocarcinome. C'est quoi la différence entre les deux? Le carcinome épidermoïde, c'est un cancer du revêtement, donc de la peau ou de la muqueuse. C'est un cancer qui peut fabriquer de la kératine. La kératine, c'est ce qui permet à la peau d'être rigide, et on a ça aussi dans les muqueuses. L'adénocarcinome, c'est un cancer qui est développé à partir de glandes. Et donc, ça, c'est des cancers qu'on ne va pas très souvent trouver au niveau de la bouche, de la langue et tout ça. Par contre, au niveau des sinus, au niveau des glandes salivaires, puisque ce sont des glandes, au niveau de la thyroïde, pas d'autres cancers. La protéine PC dont on a parlé. Je vais aller sur la diapo suivante et on reviendra à celle-là ensuite. C'est pour l'histoire des carcinomes. Donc, comment c'est fait un revêtement de surface qu'on appelle l'épithélium? Il y a des cellules, on va dire les cellules les plus superficielles. Elles sont posées sur ce truc vert qu'on appelle la membrane basale, et en dessous, il y a le chorion. Tant que le cancer, c'est ce qu'on voit sur la diapositive, tant que le cancer il reste dans les cellules les plus superficielles et qu'il n'a pas dépassé la membrane basale, qui est le truc violet qui est là, c'est là qu'on parle de carcinome in situ. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cellules sanguines, donc le cancer ne peut pas diffuser tant qu'il n'a pas franchi cette barrière. Ça veut dire que c'est très très bon pronostic, c'est beaucoup moins grave. Le carcinome infiltrant ou invasif, c'est que le cancer a dépassé cette membrane et que du coup, il est en rapport avec les vaisseaux qu'on voit en rouge. Et là, pareil, on voit en rouge les vaisseaux. Donc le chorion, c'est là où il y a les vaisseaux. Donc vous entendez ce terme parfois, infiltration du chorion. Et bien, ça veut dire que le cancer a dépassé cette membrane. Du coup, c'est plus grave. Et une fois qu'il a dépassé cette membrane, et bien, ça peut partir dans les ganglions. Ça peut donner des métastases à distance. Voilà. Donc, carcinome épidermoïde, c'est juste le type de cancer. C'est des cancers de l'épithélium, du revêtement de surface. In situ, ça veut dire que ça n'a pas dépassé la membrane. Micro-invasif, ça veut dire que ça l'a dépassé, mais vraiment presque pas. On le voit de façon microscopique sur quelques points. Donc ça ne reste pas très grave, mais dans ces cas-là, on commence à dire est-ce qu'il faut aller traiter les ganglions, notamment parce que le cancer est allé un peu plus loin que la surface. Et infiltrant, ça veut dire que ça a traversé et que du coup, potentiellement, le cancer peut se déplacer. Ensuite, entre mature, différencié, indifférencié, peu différencié, est-ce que le cancer, il est toujours capable de fabriquer de la kératine, notamment? Est-ce que le cancer n'arrive plus à le fabriquer? Il s'est indifférencié. Il est devenu très, très éloigné des cellules de la peau, par exemple. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ces termes-là. Le P16, on en a parlé. Et donc, dans les trucs, et donc le P16, il faut savoir que c'est, peut-être que les anapaths ne seraient pas très contents de dire ça, mais je crois que c'est quand même très, très aléatoire, le statut P16, parce qu'ils regardent et ils vont comptabiliser globalement. Partout, il y a des petits marqueurs pour le P16 et ce n'est pas un truc extrêmement précis pour dire que ça marque beaucoup le P16 ou pas beaucoup. En fait, parce que nous, on a plus ou moins, c'est tout, mais en fait, il y a plein de nuances. Pour le post-opératoire, qu'est-ce qui est très important? Savoir
s'il y a des ruptures capsulaires, parce que ça va avoir une incidence sur est-ce qu'on va mettre de la chimio en même temps que la radiothérapie. Combien de ganglions sont envahis? Parce qu'en fonction du nombre de ganglions, de la même façon, on va discuter la chimiothérapie. Donc, le nombre de ganglions et la rupture capsulaire, c'est très important à avoir sur les comptes rendus d'anapathie. La taille des ganglions, c'est important aussi. La taille de la tumeur. Est-ce qu'il y a, du coup, voilà, de l'infiltration et puis après, l'épaisseur, les emboles vasculaires, bon, tout ça sont des choses qui jouent également. Embole vasculaire, ça veut dire qu'il y a dans les petits vaisseaux qu'on a vus, non, c'est pas ça. Dans les petits vaisseaux qu'on a vus autour de la tumeur, qu'il y a des cellules tumorales. Et puis, engainement périnerveux, c'est qu'il y a des nerfs qui passent dans le fond. Et si la tumeur aussi est venue autour des nerfs, eh ben, c'est plus grave. On a besoin de le savoir. Donc, le traitement, là, j'ai laissé un truc très, je regarde, ouais, j'ai laissé quelque chose de très général. Donc, j'ai mis, c'est surtout, ça repose sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Donc, il faut savoir, alors là, je vais surtout parler des cancers ORL, qui représentent 90% des cancers qu'on discute en RCP, là, dans la tumeur ORL et tumeur thyroïdienne réfractaire, qui sont les cancers des muqueuses. Le traitement vraiment curatif, c'est la chirurgie et la radiothérapie, l'un ou l'autre, ou les deux. La chimiothérapie, elle va accompagner ces traitements-là, soit pour faire de la chimiothérapie d'induction, soit pour faire une chimiothérapie concomitante, c'est-à-dire en même temps que les rayons, soit la chimiothérapie palliative. Je vais parler de la chirurgie et puis éventuellement, je laisserai peut-être la parole à Joël pour qu'il vous parle plus de la radiothérapie et de la chimiothérapie, sauf s'il est endormi, s'il n'a pas envie, je le ferai. Comme il ne peut pas répondre pour l'instant, je peux lui dire ça. Alors, quel que soit le traitement, il y a des séquelles qui sont un peu similaires, puisqu'on touche des organes qui ont une incidence sur la respiration, sur la mastication, donc le fait de mâcher les aliments, sur la déglutition, le fait d'avaler les aliments, d'avaler de travers ou pas. La phonation, c'est ce qu'on peut parler, pas parler. L'élocution, c'est la façon de prononcer les mots. Donc, tous les traitements vont avoir des incidences là-dessus, plus ou moins marquées. Pour la chirurgie, eh bien, il y a deux façons de faire. On peut faire donc pour la tumeur, on peut faire la chirurgie par voie endoscopique. La voie endoscopique, ça veut dire quoi? Les endoscopes, c'est des caméras, en gros. Et donc, la voie endoscopique, c'est qu'on va passer par les voies naturelles, par l'intérieur, donc on passe par la bouche ou par le nez, pour aller enlever la tumeur. On ne fait pas d'ouverture au niveau de la peau. Et donc, la voie endoscopique, en passant par l'intérieur, elle peut être très mutilante, on peut enlever plein de choses, mais ça se fait quand même par l'intérieur. Ça se fait le plus souvent au laser, notamment pour les tumeurs du larynx. Ça peut se faire de façon beaucoup moins fréquente au robot, parce qu'il y a beaucoup moins d'indications et qu'il y a aussi peu de robots disponibles parce que ça coûte très cher. Et puis, elle se fait aussi avec un matériel spécifique pour les tumeurs endonasales, donc les tumeurs surtout de l'ethmoïde. Ça reste, voilà, ça encore des choses beaucoup, beaucoup moins fréquentes. La chirurgie par voie externe, elle est toujours faite de cette façon pour les ganglions. Ça, le curage. Le curage, c'est qu'on va ouvrir la peau de façon plus ou moins importante pour enlever les ganglions. Donc ça, c'est forcément par voie externe. Pour la tumeur, eh ben, ça peut être par voie externe également si on ne peut pas l'enlever par l'intérieur. Le rattrapage, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est de la chirurgie qui vient après un autre traitement. Plutôt souvent après la radiothérapie, mais ça peut aussi être une chirurgie de rattrapage après une opération. La radiothérapie, on ne peut pas la refaire une seconde fois, ou en tout cas de façon très exceptionnelle, dans le même secteur. Et donc, si des patients ont déjà subi de la radiothérapie, là, on va être obligé de faire une chirurgie. C'est là qu'on parle de rattrapage, juste pour expliquer ce terme, qui va être faite en deuxième intention. Et puis, j'ai mis un petit mot sur la reconstruction. Plus on va enlever des choses importantes, plus on va avoir besoin de reconstruire. Reconstruire pourquoi? Pour diminuer les séquelles fonctionnelles et puis pour recouvrir aussi certaines structures, notamment les vaisseaux ou les nerfs, pour pas qu'ils risquent de s'abîmer ultérieurement. Et donc la reconstruction, elle est parfois faite de façon directe. On va utiliser les structures qui sont dans le secteur opéré. Parfois, on va utiliser des lambeaux. C'est un terme qu'on voit souvent dans les fiches. Donc un lambeau, c'est quoi? Et là, c'est un tissu qu'on va prélever, pas exactement là où on a opéré, mais juste à côté ou voire beaucoup plus loin, pour reconstruire ce qu'on appelle la perte de substance. Et donc, dans les lambeaux,
il y a vraiment deux grands types de lambeaux, les lambeaux libres ou les lambeaux pédiculés. Un lambeau, donc un lambeau, c'est un morceau de tissu, mais il faut qu'il y ait du sang qui arrive dedans, du sang qui vienne dedans et qui en repart. Donc, c'est ça le pédicule, c'est l'artère et la veine qui sont accrochés au lambeau. Donc, le lambeau, il peut être pédiculé, c'est-à-dire qu'il va rester accroché à quelque chose, ou il peut être libre, c'est-à-dire qu'on va prendre des tissus avec artère et veine et qu'on va les déplacer pour les mettre autre part. J'ai mis quelques diapos pour montrer ça. C'est juste après. Après, donc pour la chirurgie, il y a des chirurgies partielles pour des petites tumeurs, des chirurgies radicales comme la laryngectomie totale pour des très grosses tumeurs. Les chirurgies, il y en a plein et on ne peut pas du tout les détailler là comme ça. Ça laisse souvent des séquelles vocales pour la chirurgie du larynx et des cordes vocales et des séquelles sur la déglutition dès que ça commence à être un peu important, au moins transitoire. Pas du tout forcément définitif, parfois oui, hein, pas tout le temps. Et donc, on va souvent avoir besoin de faire régulièrement des trachéotomies, voilà, pour protéger les voies respiratoires. On ne peut pas expliquer ce que c'est une trachéotomie de façon rapide. Ça peut servir en tout cas, voilà, soit à protéger les poumons, soit à permettre de respirer s'il y a un obstacle qui empêche de respirer. Et c'est très différent de la trachéostomie, voilà le S qui est là, qui est un truc définitif qu'on fait dans les laryngectomies totales ou pharyngo-laryngectomies totales. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'a pas le temps d'aborder tout ça. Si on a le temps après, vous avez des questions, je veux bien, mais ça me semble trop vaste pour ce qu'on fait. Donc, je vous montre quelques exemples. Je vais passer rapidement, ça m'a dit que c'est moche, mais c'est pour que le topo ne soit pas que des trucs écrits. Voilà un larynx normal comment c'est. On s'en approche progressivement. Il y a l'épiglotte ici, les cordes vocales sont là, et les deux boules qu'on a ici, c'est l'aryténoïde. Et donc, la zone qui sert à avaler, l'entonnoir qui est en arrière, c'est là, l'hypopharynx. Là, on s'en rapproche, et donc on voit ici très bien les cordes vocales, la trachée en dessous. Donc, par exemple, voilà des exemples de tumeurs des cordes vocales. On voit ce truc blanc épais là à droite, et là, la corde vocale de l'autre côté est normale. Là, c'est un peu plus gros, ça va commencer à gêner un peu pour respirer. Le noir, c'est là où on respire. Et là, c'est beaucoup plus gros, on respire moins bien. Et donc, par exemple, voilà comment ça se passe, une chirurgie par voie endoscopique au laser. On va mettre un espèce d'instrument métallique qui rentre par la bouche, qui va dans la gorge, jusqu'aux cordes vocales. Il y a une sonde qui va dans les poumons du patient pour qu'il respire. Et voilà ce qu'on regarde quand on est comme ça. Donc, on voit la tumeur de ce côté-là. C'est une petite tumeur. Une tumeur comme ça, elle peut par exemple être traitée soit par de la radiothérapie, soit par une opération. Là, on voit la corde vocale droite. Et bien là, voilà, avec le laser, voilà, on a découpé tout ça. Il n'y a plus de tumeur. Et l'autre corde vocale est normale. Ça, c'est pour le patient, ça peut être fait en ambulatoire. Il rentre le matin, il sort le soir. Ce n'est pas du tout lourd. Une tumeur qui est plus grosse, ici, là, on va enlever jusqu'au cartilage, c'est déjà un peu plus important. Le patient va peut-être faire un peu trop de trou, donc il faut le garder un peu en surveillance. Et puis, si c'est beaucoup plus gros, on lui fera une trachéotomie. Donc ça, c'est des exemples. Et puis, j'ai mis 2-3 exemples de lambeaux. Le lambeau de grand pectoral, c'est un lambeau qu'on prend sur la poitrine. Il est pédiculé, donc là, en fait, on a glissé sous ce truc-là, le lambeau qui est là-haut, qui est un peu comme une raquette, avec le pédicule, il est là. Et on va glisser la peau qui est accrochée au muscle qui vient d'ici, et bien à l'intérieur, pour reconstruire un grand trou, par exemple. Donc là, ça, c'est la peau qui vient du thorax qu'on a glissée à l'intérieur. C'est ça, un lambeau. Les photos d'après sont peut-être un peu plus moches pour ceux qui n'ont pas envie de voir des trucs chirurgicaux. Voilà un lambeau chinois, un lambeau antébrachial. On prend la peau qui est ici, au niveau de l'avant-bras, avec ce long truc ici, c'est veines et artères. Et ça, on va le mettre autre part. Donc voilà le lambeau qui est ici, avec les vaisseaux. Donc c'est tout petit, ça fait quelques millimètres. Là, on voit des petits fils, c'est les points de suture qu'on fait au microscope pour aller accrocher ça à des artères dans le cou. Et ça permet, par exemple, voilà, de reconstruire le voile du palais d'un patient. Ça, et c'est pour ça qu'on voit des petits poils ici, c'est la peau qui vient de l'avant-bras et qui permet de reconstruire le voile de ce patient-là. Sans lambeau libre, on ne pourrait pas opérer un monsieur comme ça. Donc, ça a quand même un intérêt important. Pareil pour la fibula. Donc, là, par exemple, là, c'est tout ce que j'ai enlevé. Toutes les dents, toute la mâchoire d'une patiente qui avait une grosse tumeur. On voit des vis et des plaques ici. Et bien voilà, en fait, ça c'est la patiente au réveil. Elle n'a plus du tout de mandibule. Et en fait, elle a 3 morceaux ici d'os qu'on voit au scanner qui viennent de son péroné, l'os de la jambe. Et vous voyez, ça c'était 3 semaines après l'opération. On voit la cicatrice de sa trachéotomie qu'elle avait ici.
Mais voilà, ça permet, si on ne peut pas faire de l'embolie, on ne peut pas reconstruire un truc comme ça, il n'y a pas de moyen d'opérer les gens. Donc les lambeaux sont quand même un truc qui nous permet de beaucoup avancer au niveau de la chirurgie. Le docteur Castelli, je ne le vois plus sur mon écran. Je suis sûr qu'il est par là, s'il veut causer. Alors, moi, je suis là, oui. Ah, cool. Eh ben, je te laisse. J'avais mis, moi, les trucs que je voulais qu'on aborde, en tout cas, mais je te laisse libre d'en rajouter. Hein. Ouais, bah, c'est surtout, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez qu'on aborde sur la radiothérapie? Alors, en fait, il faut venir. Tu t'expliques rapidement comment c'est, parce que le topo est enregistré, et puis après, on fera toutes les questions. D'accord, si c'est enregistré, il faut que je sois sérieux, du coup, c'est ça. Très bien. Bon, alors, donc effectivement, au niveau de la radiothérapie, alors, la radiothérapie ORL, il y a quelques spécificités, mais déjà, globalement, l'idée de la radiothérapie, il y aura toujours, avant de démarrer notre traitement, un scanner qui sera fait dans le service. Pour préparer notre traitement, on a un certain délai derrière de travail après sur ce scanner. Et ensuite, les patients vont venir faire plusieurs séances de traitement. La radiothérapie, ça se fait tous les jours, c'est une séance tous les jours. Du lundi au vendredi, ça dure à peu près un quart d'heure. Et c'est ce qu'a mis François sur la diapositive. Il y aura donc ce qu'on appelle 50 à 70 grès. Donc les grès, c'est l'unité de dose qu'on utilise en radiothérapie. C'est en général 2 grès par séance. Et donc, ils vont avoir de 25 à 35 séances de radiothérapie. Donc, ça fait 5 à 7 semaines de traitement. Ce qui est un peu particulier donc, en ORL, c'est qu'on a, vous avez vu tout à l'heure sur quand François a repris l'anatomie, il y a beaucoup de choses dans une petite région, on va dire. Donc, beaucoup d'organes sensibles, beaucoup de choses à protéger. Et il faut réussir à atteindre la tumeur au milieu en préservant tous les organes autour. Et c'est ça qui va être à l'origine potentiellement de pas mal de réactions d'effets secondaires pendant le traitement, avec des patients qui peuvent faire des toxicités qui peuvent être sévères. Et souvent, on est obligé notamment, par exemple, de leur mettre la fameuse gastrostomie pour pouvoir continuer à les alimenter pendant le traitement parce que du fait de la toxicité, ils n'arrivent plus à manger. Ce qui est important de savoir aussi pour ces patients, c'est que globalement, les réactions qu'ils vont faire pendant la radiothérapie peuvent être assez impressionnantes, mais ça récupère bien. Et il y a vraiment 2 types de réactions avec la radiothérapie. Il y a tout ce qui peut leur arriver pendant le traitement, qui est ce qu'on appelle les réactions aiguës. Celles-là vont récupérer complètement. Puis les réactions qu'ils auront plus tard, qui sont des complications tardives, et par contre celles-ci qui vont rester. Quelques petites particularités, c'est pour les patients âgés ou les patients fragiles, quand il faut venir tous les jours faire une séance de radiothérapie, ça peut être compliqué des fois à organiser, ça peut être compliqué à supporter pour les patients aussi de venir pendant cette semaine, et on peut être amené à faire ce qu'on a vu déjà passer sur les fiches de RCP quand on met schéma speed course, c'est-à-dire qu'au lieu de faire toutes nos séances de radiothérapie à la suite, on va faire ça en 2 séries. On fait 2 semaines de radiothérapie. Ça permet déjà de faire une certaine dose qui permet d'avoir déjà un début d'efficacité. Et on laisse le patient récupérer pendant 15 jours, 3 semaines, voir comment il a supporté. Et ça permet d'évaluer, voilà, est-ce qu'il a bien répondu au traitement, est-ce qu'il n'a pas trop été fatigué. Et si c'est oui à ces 2 questions, à ce moment-là, on complète en faisant à nouveau 2 semaines. Si par contre, on voit que les 2 premières semaines ont déjà été très difficiles, que l'état général du patient s'est dégradé, il est trop fatigué, mais il vaut mieux en rester là. On aura déjà fait une certaine dose qui permet de gagner un petit peu de temps sur le contrôle de la maladie et sans prendre de risque de toxicité. L'autre point, c'est la stéréotaxie. Alors, on n'en fait pas beaucoup en ORL. La stéréotaxie, c'est quand on va faire une irradiation vraiment très précise. Le but, c'est de limiter au maximum la zone qu'on va irradier pour préserver les organes autour. Et on n'en fait pas beaucoup en ORL parce qu'en ORL, on est plutôt sur des grands volumes d'irradiation. On irradie très large en ORL parce qu'il faut irradier la tumeur et puis potentiellement toutes les aires ganglionnaires que vous avez vues tout à l'heure qui peuvent être malades.
Et donc, on se retrouve souvent à irradier en fait la quasi-totalité du coût des patients. Et donc, la stéréotaxie, qui est plutôt une irradiation très ciblée sur un petit volume avec très peu de séances, ça ne se fait pas beaucoup. On en fait parfois alors sur des patients qui ont des cancers ORL, mais qui ont des métastases, qui font une métastase osseuse, une métastase pulmonaire, qu'on va pouvoir traiter comme ça en stéréotaxie en faisant 3 à 5 séances. Et on peut faire, d'ailleurs ce que disait François, on ne réirradie pas normalement. C'est très compliqué la réirradiation, surtout en ORL. Mais, on peut être amené à le faire malgré tout. Et souvent, à ce moment-là, on va partir sur ces schémas d'irradiation en stéréotaxie. On va faire 5 séances très ciblées, vraiment que sur la zone où il y a la tumeur. Et en essayant d'épargner au maximum tous les tissus autour qui ont déjà été irradiés. Donc ça, c'est les grands principes de la radiothérapie. On verra après, si vous voulez, je pourrais vous montrer quelques images des appareils de traitement, des petites particularités sur l'ORL. Les patients sont obligés de porter un masque pendant le traitement. Hein. C'est une espèce de masque en plastique qu'on leur met sur le visage, sur les épaules, qui permet de les remettre à chaque fois dans la même position pour être sûr qu'on envoie bien les rayons au bon endroit. Et tu me mets une petite ligne sur la potentialisation. Donc, l'idée, c'est qu'on peut utiliser la radiothérapie seule. Ça fonctionne déjà très bien sur certains types de cancers. Ou ça peut être la radiothérapie adjuvante, donc après la chirurgie. Et on peut être amené aussi donc, à faire ce qu'on appelle une potentialisation, c'est-à-dire à chercher à augmenter l'effet de la radiothérapie. Et pour faire ça, donc, on va rajouter une chimiothérapie. Alors, une chimiothérapie qui est vraiment utilisée, quand on parle de potentialiser, c'est vraiment une chimiothérapie qui est là pour augmenter l'effet des rayons. Et pas une chimiothérapie comme on peut voir sur des patients métastatiques ou dans les cancers du poumon, où on veut jouer sur une maladie microscopique qui a pu disséminer en dehors de la zone initiale. Là, on veut vraiment augmenter l'effet local de la radiothérapie. Et donc, on n'a pas beaucoup de produits, en fait, en ORL. On a globalement le cisplatine, qui lui donc, est utilisé, celui qu'on essaie d'utiliser le plus souvent. On a une thérapie ciblée qui est le cetuximab ou l'Erbitux. Et on peut être amené des fois à utiliser du carboplatine avec du 5-FU, qui sont 2 autres drogues de chimiothérapie. Et voilà, les produits de chimiothérapie en cancer ORL sont assez limités par rapport aux autres spécialités. On n'a pas grand-chose de très, très efficace en fait en dehors de ces produits pour le moment. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai remis une petite diapo sur la chimiothérapie du coup. Ouais, donc après, la chimiothérapie, il y a dans les grandes indications, on va pouvoir faire ce qu'on appelle l'induction. Alors, la grande indication de l'induction, c'est faire la chimiothérapie pour les patients qui ont des cancers du larynx, des cancers des cordes vocales, et chez qui on va essayer de faire un traitement, on va préserver le larynx, on va préserver les cordes vocales. Et en fait, on fait un espèce de test de chimiosensibilité. On fait une grosse chimio, on associe plusieurs produits, et si le patient répond très bien à cette chimiothérapie, on considère qu'il va bien répondre aussi à la radiothérapie après, et donc on pourra lui faire une radiothérapie et conserver ses cordes vocales. Si par contre on voit que la chimiothérapie ne fonctionne pas très bien chez le patient, probablement que la radiothérapie ne sera pas beaucoup plus efficace, et à ce moment-là, il faut l'orienter vers une chirurgie. Le concomitant, je viens de vous en parler, donc il y a juste un cas particulier en post-opératoire, on a le droit de faire que du cisplatine. On ne peut pas faire les autres produits. Il n'y a pas d'autorisation d'AMM pour les utiliser. Donc, en post-opératoire, quand on a des critères après la chirurgie qui nous montrent qu'on est face vraiment à une tumeur potentiellement agressive, on va faire en plus de la radiothérapie, cette chimiothérapie pour cisplatine pour augmenter l'effet des rayons. Après, on a l'indication des patients métastatiques. Ces patients chez qui on n'est plus à visée curative, il n'y a plus d'espoir de guérison, mais donc chez qui on va chercher à retarder l'évolution de la maladie pour limiter les symptômes et retarder autant que possible le décès. Donc là, c'est pareil, on va aller associer notre cisplatine avec
avec l'Herbitux, avec éventuellement des chimiothérapies à base de taxane. Mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de lignes de chimiothérapie. L'immunothérapie, pour l'instant, autant ça a été vraiment une révolution, le mélanome, les cancers du poumon, ça change beaucoup de choses. En ORL, c'est pas encore tout à fait ça. Ça ne marche pas aussi bien que dans les autres localisations. Il y a quelques patients chez qui ça marche très bien. C'est assez peu de patients finalement. Ça va être à peu près 15% des patients qui vont très bien répondre à l'immuno et avec assez peu d'efficacité sur les autres. Pour rappel, l'immuno, vite fait, ce n'est pas spécifique à l'ORL, mais l'objectif, c'est de venir réveiller le système immunitaire du patient pour qu'il se réactive contre le cancer. C'est un des mécanismes d'apparition du cancer. Les cellules cancéreuses sont capables d'endormir les cellules du système immunitaire qui ne vont plus venir les détruire. Et donc, l'idée de l'immunothérapie, c'est de resensibiliser nos propres globules blancs pour qu'ils aillent à nouveau reconnaître les cellules cancéreuses et les détruire. Et donc, voilà, en ORL, ça évolue, mais pas autant que dans les autres cancers. ATC, je suppose que qu'est-ce que tu… Oui, c'était pour le fœtus. Thérapie ciblée. Ouais. C'est pareil, c'est tuximab, on dit c'est une thérapie ciblée. Quand on dit thérapie ciblée, en fait, c'est parce que ça va se fixer sur un récepteur spécifique. Mais ce n'est pas parce qu'on est capable de dire ce patient, il exprime la cible et on sait que le traitement va marcher chez lui. Ça aussi, c'est un des biais. Souvent, on parle de thérapie ciblée, mais c'est juste parce que le médicament a été développé pour aller se fixer sur une cible à la surface de la cellule. Mais on n'a pas de marqueur, comme pareil, l'analogie avec le poumon. Vous avez peut-être vu passer dans des fiches de RCT de poumon les patients qui ont une mutation ALK, qui a sa mutation EGFR, ce genre de choses. On n'a pas ce type de marqueur dans les cancers ORL. Le seul marqueur qu'on utilise, c'est la P16 avec toutes les limites que François a dit tout à l'heure sur la reproductibilité et la significativité de P16. Et ouais, c'est tout. Merci bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de questions en même temps que les présentations. Je crois qu'il y en a 2 qui étaient posées par Émilie. Éventuellement, Émilie, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro et puis les poser en direct. Et puis comme ça, après, peut-être passer sur un temps un peu plus interactif, du coup. Alors, du coup, sur le micro-invasif, Dr Bouillot a répondu. Et par contre, du coup, c'est parce qu'on a eu le cas ce matin, en fait, sur une tumeur ORL. Du coup, je ne sais pas, Sylvie, tu veux poser la question? Oui, on a eu un dossier ce matin avec une tumeur, en fait, du sinus. Et ils ont retrouvé 2 localisations. 2 hystos sur la même localisation. Oui, 2 hystos sur la même localisation, excusez-moi. Tumeur mixte neuro-endocrine et non neuro-endocrine, c'était un type mucineux et on ne savait pas comment coter tout ça. Vous n'avez pas de bol, hein, vous êtes tombé vraiment sur le truc bizarre. Je ne saurais même pas vous répondre s'il y a 2 anaphates. C'est quand même des trucs assez exceptionnels. Après, on peut coter l'un ou l'autre. Enfin, de toute façon, pour la fiche, vous ne pourrez pas faire ressortir les 2. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de moyen. On le notera en commentaire, quoi. Mais dans qu'est-ce qui est important pour vous, en fait, pour lire la fiche? Moi, je dirais que ça n'a pas d'importance. En fait, à partir du moment où on l'a sur la fiche, ce double résultat, oui, il faut effectivement faire apparaître les 2. Après, c'est la question lequel il faut mettre vraiment dans la case histologie, c'est ça? Oui. Nous, on a trouvé un code handicap mettant tumeur mixte maligne. Et après, on a, dans le cadre du CRA, on a effectivement mis les 2 composantes mucineuses et neuroendocrines.
Ouais, je pense que c'est bien de faire comme ça. Effectivement, on ne peut pas choisir un des deux types, sauf si vraiment dans le compte-rendu, il y a marqué que c'est 95% de l'adénocarcinome et qu'il y a une toute petite composante neuroendocrine. À ce moment-là, on pourrait choisir le type histologique le prépondérant. Mais sinon, c'est ce que disait François, après, hein, ce qui va être vraiment important pour nous, c'est d'avoir l'information qu'il y a les deux. Après, d'un point de vue strictement remplissage de la fiche dans les critères, ce que vous avez fait, ça me semble très bien. Après, nous, on a souvent le problème du carcinome épidermoïde qui évolue et on ne sait pas si c'est une évolution du premier ou si c'est à chaque fois un autre cancer, sachant que l'histo est la même. Là-dessus, on ne peut pas vous donner une réponse parce qu'en fait, nous-mêmes, parfois en RCP, on va discuter justement et dire, là, on considère que c'est une nouvelle localisation ou on va considérer que c'est une récidive, une rechute de son cancer. Et ça va surtout être sur l'anatomie, en fait. Si c'est juste à côté d'un site opéré, on va plutôt parler de récidive, opérée ou radiothérapie. Si c'est dans une localisation qui est vraiment distante, on parlera de nouvelle localisation. Merci. Mais c'est là que c'est compliqué, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, quand je voyais un petit peu certaines questions qui étaient posées. Moi, je crois que ce n'est pas votre rôle, en fait, de remplir tout ça parce que c'est trop compliqué. Enfin, c'est vraiment il y a une réflexion médicale, en fait, là-dessus. Et parfois, il y a des choses très, très simples et vous pouvez le faire en connaissant bien les choses parce que vous y êtes habitué, mais il y a bien des fois où même un médecin tout seul ne va pas forcément savoir et on va en discuter en RCP pour savoir comment on considère les choses. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur du côté d'Onco 5? Françoise, elle avait des questions. Oui, vas-y, tu peux poser la question. Vas-y, Pascal. Est-ce que dans le bloc tumeur, on peut noter, enfin, on a la possibilité de noter soit le primitif, soit quand c'est les secondaires, quand c'est sur les ganglions? Est-ce que c'est important de noter ou est-ce que vous regardez plus ce qui est noté dans l'histoire de la maladie? Est-ce que c'est important pour vous de savoir si c'est parti d'une adénopathie ou si vraiment le primitif est trouvé? Oui, ça peut être important. En fait, c'est que si c'est du carcinome épidermoïde, on sait que ça ne peut pas partir d'une adénopathie. En fait, ce n'est pas des cellules qu'on a dans un ganglion. Donc, forcément, on sait que ça part d'autre chose. De toute façon, on le saura forcément. Après, c'est bien de savoir si on a identifié une tumeur primitive ou pas. Est-ce que quand ça part d'une adénopathie ORL, on va dire que ça sera forcément un carcinome épidermoïde ORL? Primitif peut être… Non, le primitif, il peut être autre part, notamment pour les ganglions qui sont assez bas situés. Ça nous arrive de diagnostiquer des cancers digestifs, des cancers pulmonaires et des cancers du sein. Hein. Moi, les trois trucs, je trouve, les plus fréquents qu'on va diagnostiquer sur un ganglion cervical. Ça peut être n'importe quel autre cancer, mais le plus souvent, ça va être poumon et sein et digestif quand même aussi, notamment, on parle pour le ganglion susclaviculaire gauche pour les cancers digestifs. Merci. C'est un drainage particulier d'un territoire digestif et qui arrive du coup plutôt à gauche.
Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent comme ça? Sinon, ce que je pouvais éventuellement proposer, est-ce que vous voulez qu'on affiche la fiche RCP pour si vous avez des questions vraiment très spécifiques autour de la fiche RCP? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas forcément de nécessité là-dessus? Ça, c'est plus une question pour les secrétaires RCP. Qu'est-ce qu'il y a comme… Il y a une case qui s'appelle biologie moléculaire, génétique ou autre. Qu'est-ce qui, en ORL, le P16, par exemple, on le met où quand on l'a? Attends, je vais partager comme ça. Hop, on va voir. Je suis normalement. Alors, moi, il me semble que P16, ouais, c'est là. Vous venez de passer, remonter. En fait, c'est pas marqué P16, c'est marqué HPV. Recherche HPV, voilà. Donc, d'accord. C'est ça, en fait. D'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, mettre en plus, entre parenthèses, P16, par exemple ou… Maintenant, on sait, donc on fera. Ouais. C'est vrai qu'en regardant, je me dis qu'il faudrait peut-être aussi changer recherche HPV parce que c'est pas forcément le résultat. Mais, attendez, il y a aussi en bas, c'est pas là-dedans plutôt? Il me semble que oui. Ah, si, oui, voilà, il est là. Est-ce qu'elle est mal positionnée du coup? Est-ce qu'il vaut mieux l'avoir qu'une seule fois et dans les facteurs de risque ou est-ce qu'il vaut mieux l'avoir dans la biologie moléculaire du coup? J'aurais tendance à dire que ça a plus sa place là au milieu du compte-rendu histologique avec le reste. Ce qui compte après, c'est que ça apparaisse. Mais par contre, là, si on le veut, on est obligé d'aller mettre, de cocher d'abord disponible et ça ouvre le sous-menu, hein, c'est ça? Oui. Après, ça peut être modifié, ça. Oui, non, mais d'un point de vue homogénéité par rapport au reste, c'est plus logique que ça soit là. C'est plus logique que ce soit avec l'anapate. Par contre, est-ce que vraiment on considère que c'est de la biologie moléculaire? Éventuellement, on pourrait peut-être le sortir effectivement de la biologie moléculaire et plus l'avoir avec le résultat d'anapate un peu plus haut. Bon, après, quand on voit que dans la biomol, il y a l'immunohistochimie, c'est sur le PDL1, c'est pas… Ouais. En fait, c'est vrai que les fiches, elles ont dû être refaites. Je pense que le P16 était déjà important, mais il n'avait pas autant d'importance, il n'était pas intégré dans la classification TNM. En tout cas, il faut que, voilà, P16 ou HPV, il faut que ça apparaisse. Et en fait, c'est vrai qu'on avait peut-être mis recherche d'HPV parce qu'il y a des discussions aujourd'hui. En fait, le P16, ça permet d'avoir une idée, mais ce n'est pas une certitude sur est-ce que c'est vraiment l'HPV, en fait. C'est pas une recherche du virus, le P16. On sait que c'est un marqueur qui va être plus fréquemment exprimé quand il y a l'HPV. Donc mais c'est un truc qui est faisable en routine et en pratique, c'est ça qu'on fait. Hein. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait laissé l'histoire de HPV dans les facteurs de risque et que ça. En tout cas, c'est vraiment important que ça apparaisse dans la fiche. Ok. Est-ce que peut-être éventuellement, s'il y a d'autres 3C qui veulent prendre la parole sur d'autres éléments, je me remets en début de fiche. Parce que je sais qu'il y a souvent des questions vraiment très, très techniques sur comment remplir telle et telle chose. Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez prendre la parole. Bonjour, c'est le 3C Oncarmore. Je voulais savoir quelles étaient les expositions professionnelles, à part celles dont vous avez déjà parlé. Nous, il n'y a quasiment que ça, hein, Joël, je pense, dont on va parler, parce que l'amiante, pour nous, il n'y a pas de cancer à ce niveau-là. Donc, c'est les menuisiers. Hein. Oui, c'est les poussières de bois, mais sinon, on n'a pas d'autre chose. Oui, ce n'est pas que les menuisiers, c'est les poussières de bois, donc c'est les ébénistes, enfin voilà, le travailleur du bois d'une façon large. D'accord, je vous remercie. Bonjour, c'est Edeline des 3C Oncovan. Moi, j'avais une question au niveau de l'HPV. Où peut-on trouver son indication? C'est sur l'anapate ou c'est le médecin qui nous l'indique?
C'est sur l'anapate. Sur l'anapate, oui. C'est pour ça que c'est plus logique de le mettre dans l'anapate d'ailleurs. Donc, en fait, il faudrait presque que l'intitulé recherche HPV se trouve en bas avec l'anapate pour ne pas l'oublier ou… C'est pour ça, après, ce recherche HPV, c'est ce que disait François, hein, il y a une petite le P16 est un marqueur potentiel de l'HPV, mais ce n'est pas strict. C'est sûrement pour ça qu'à l'époque, on avait laissé les deux. Et la partie à remplir, c'est vraiment le statut P16 dans la partie qui est intitulée biomol immunohistochimie. Parce que c'est dans le compte-rendu d'histologie. Normalement, l'anapate précise à la fin recherche de statut P16, positif ou négatif. Parfait. Merci. En sachant que c'est fait, en tout cas chez nous, on le demande maintenant en routine, les oropharynx, que ce n'est pas fait dans les autres localisations ORL. Ah oui, bien sûr. Donc vous ne le trouverez pas forcément à chaque fois, ce n'est pas parce que c'est un cancer ORL qu'il y aura forcément un statut P16. D'accord. En fait, il faut l'avoir pour l'oropharynx obligatoirement et aussi pour les adénopathies sans porte d'entrée, parce que ça va aussi guider quand même sur le ganglion, il faut aussi qu'on l'ait. Ça fait partie vraiment des deux cas où c'est bien de l'avoir. Après, les anapathes le mettent de plus en plus quand même. Maintenant, ils commencent à être au courant, il faut nous préciser. Parfait. Merci. Alors Pascal, donc au 5, on a toujours le problème pour côté les cordes vocales, parce que la corde vocale n'existe pas dans le menu déroulant. Donc est-ce qu'on met… Ça doit être la glotte. C'est quoi, c'est glotte, non? Voilà. C'est larynx, non? Il y a Edouard, larynx. Il y a glotte ou larynx? Larynx. Donc en fait, la glotte, c'est un synonyme de… Le plan glottique, c'est là où il y a les cordes vocales. Voilà, c'est pareil. Glotte ou larynx. Donc on met plutôt glotte, du coup? Ah ben s'il n'y a pas corde vocale, ouais, c'est la même chose, c'est pareil. D'accord. Parce qu'on a deux lignes, en fait. On a le siège de la tumeur, donc généralement, nous, on met tumeur maligne de la glotte. Et en dessous, là, il y a commentaire localisation. Et du coup, on met corde vocale, quoi. En fait, de façon très stricte. Donc la glotte, c'est la zone où il y a les cordes vocales. Je pense que techniquement, il y a la commissure antérieure qui est la jonction entre les deux cordes vocales qui éventuellement serait… Est-ce qu'on l'a commissure antérieure dans le menu déroulant? Je ne suis pas sûr. Si, on a commissure quelque chose. Quoi? Commissure? Ouais, mais c'est des lèvres. Non, des lèvres. Eh bien, donc glotte, c'est parfait. Après, éventuellement, oui, on peut préciser est-ce que c'est corde vocale, est-ce que c'est… Mais normalement, ça, on doit nous en parler dans le descriptif. Mais en glotte, c'est parfait. Et si après, vous précisez corde vocale et le côté, pourquoi pas. Mais de toute façon, il n'y a pas de tumeur de la glotte sans atteinte de la corde vocale. Ça touche forcément… Et parce qu'en fait, dans le descriptif de la tumeur, en fait, on a quelquefois des résumés qui sont très résumés parce qu'on peut voir de pharynx ou des choses comme ça, ou cancer de… Là, on t'entend plus, Pascal? J'ai arrêté de parler. En fait, c'est quelquefois, on a des médecins puisqu'ils font l'histoire de la maladie où c'est marqué simplement cancer ou lésion, où on n'a pas tellement de détails, en fait, et on ne peut pas coter cette partie de la tumeur. Donc, c'est une description ancienne ou pour la description actuelle? Oui, quelquefois, c'est souvent des patients anciens qui récidivent où, en effet, il n'y avait peut-être pas toutes les indications à l'époque. En fait, c'est que parfois, on n'a pas la donnée. Ça peut être que le médecin qui a rempli la fiche l'a fait de façon juste de mémoire sans aller recontrôler, mais parfois, on n'a pas la précision vraiment. Parce qu'en fait, nous, à Rennes aussi, on a la consigne, mais ça, je ne sais pas si c'est partout pareil. Enfin, on avait la consigne avant, de coter le primitif dans le bloc tumeur.
alors qu'on a l'impression maintenant que comme c'est les médecins qui remplissent, vous remplissez dans ces blocs tumeurs la dernière anapath que vous avez. Alors, en tout cas, je ne saurais pas vous dire, parce qu'on ne fait peut-être pas forcément exactement comme il faudrait. En tout cas, c'est bien le primitif qu'il faut remplir là-dedans. Ça, c'est sûr. D'accord. Et cette case-là, dans l'idée, on ne la modifie pas. Et s'il y a une rechute, on va plutôt le mettre dans l'histoire de la maladie. Enfin, c'est vrai que normalement, on ne la touche pas, celle-là. Même quand il récidive, quand il revient, on laisse sur l'histologie initiale, le site initial. Et si c'est un deuxième cancer, normalement, on doit rajouter il y a le petit plus pour rajouter la deuxième tumeur. Et si le patient fait une récidive ganglionnaire, mettons que c'est un patient qui avait un T2N0 du plan glottique, et s'il fait un ganglion métastatique 2 ans après, donc c'est une récidive de sa maladie au niveau des ganglions, ce sera toujours un T2N0, mais on mettra qu'il a eu une récidive. Mais on ne va pas changer le N0, ça restera N0. OK. Bonjour, c'est Cap Autonomie de Lorient. Moi, je suis secrétaire RCP et j'ai une petite question par rapport à ça, justement. Quand il y a une récidive au niveau de l'anapath, est-ce que pour vous, la date la plus importante, c'est de l'anapath initiale ou de la récidive? La date de la récidive. Quel endroit de la fiche? Au niveau, voilà, un petit peu. Mais comme du type histologie, vous voyez, il y a la date de prélèvement. Nous, on met tout le temps la date de prélèvement. Donc, s'il y a une récidive, la date de prélèvement qui était marquée dedans, c'est de l'initiale, hein, la tumeur initiale. Est-ce qu'on rechange cette date et on met la date de la récidive ou on laisse la première date? On laisse celle-là. Normalement, cette case-là, en fait, on ne la retouche plus. Cette case-là, cette case-là, on peut la remplir, par exemple, quand on fait le bilan, je sais pas moi, quelqu'un qui a prend une chose, un T2 du larynx, on remplit ce truc-là. Et puis, il va être opéré. On va éventuellement compléter derrière avec le PT, là, donc la ligne qu'on voit plus bas, là. Oui, on va tout mettre à fait. le PTNM, voilà. Par contre, on ne va pas toucher au reste, quoi. À la limite, on pourrait même laisser le T qu'on avait coté cliniquement et radiologiquement, et puis mettre le P, le PT qui va faire. Mais ça, une fois que c'est rempli, là, on n'y retrouve plus. Jamais. D'accord. Par contre, oui, excusez-moi. La seule chose qui pourrait se faire éventuellement pour revenir à la situation, on avait un T2 N0 au début, et on a 2 ans après un ganglion qui apparaît. Ça serait de recréer, d'utiliser le petit plus. Et si on remonte un petit peu, on peut sélectionner primitif ou secondaire. Il faudrait recréer. D'accord. Voilà, en fait, à ce moment-là, il faudrait recréer en mettant secondaire rattaché à celui qui était avant. D'accord. Parce que c'est vrai que nous, on a tendance, en fait, quand il y a une récidive, à remettre du coup l'histologie de la récidive, enfin la date histologique de la récidive. Et s'il y a un changement de T, par exemple, si c'est un T2 sur le primitif et que là, ça va passer sur un T4, on va remodifier on ne va pas rajouter une localisation puisque c'est la même localisation, hein, c'est une récidive, mais on avait tendance à modifier justement la date de la nouvelle histologie et puis le stade de T, enfin les TNM. Mais là, vous nous conseillez plutôt de réouvrir. Soit le mettre en commentaire, mais soit si on est sur le cas des ganglions, c'est pas la même. C'est la tumeur primitive, elle n'a pas changé. C'est une évolution ailleurs. Après, sur le cadre on retourne dans la grande question, est-ce que c'est la récidive, un nouveau cancer? Ça va dépendre de si c'est au même endroit. Et à ce moment-là, c'est vrai que plutôt recréer, ça permet de garder toujours la trace de ce qui était initialement, en fait. D'accord. Donc, soit recréer, soit le mettre en texte libre, avec toutes les limites du texte libre et du fait que ça peut être dommage.
Mais je pense que ce bloc initial, voilà, c'est la prise en charge telle qu'elle a été faite au départ, c'est la vision qu'on avait de la maladie à ce moment-là, il faut la garder en fait. D'accord, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres parties de la fiche? Non, bah écoutez, si, sur autre chose, je ne sais pas, docteur Bouilloux, il y a certains éléments de votre présentation, vous disiez que peut-être vous pourriez revenir dessus si on avait un peu plus de temps. Il nous reste 10 minutes, alors je ne sais pas si, si on peut en profiter. Je n'avais pas redétaillé là, le TNM spécifique pour les P16+, mais bon, après, c'est un listing. Hein. Pas plus en parler s'il y a des questions vraiment à ce sujet-là, quoi. Disons que c'est tellement vaste comme sujet que c'est difficile de... Je voulais quand même parler de 2-3 trucs qui ne sont pas directement liés aux fiches de RCP parce que c'est plus facile de remplir des fiches quand on comprend la prise en charge un peu plus globalement. Mais est-ce qu'il y a des choses justement qui reviennent souvent dans les fiches, dans les textes libres notamment, que vous ne comprenez pas forcément parce que ça peut être intéressant de savoir à quoi ça correspond? Oui, c'est Pascal Arène. Quelquefois, on a du mal aussi dans les anapathes parce qu'il note localisation d'un carcinome épidermoïde dans le compte rendu d'anapathe. Est-ce que c'est systématiquement une métastase 2 ou c'est un terme qui peut être ambigu? C'est une façon de parler. Je pense que c'est une façon de parler. Donc, faut dire que c'est un carcinome épidermoïde, voilà. D'accord. Après, en fait, sur ça, c'est des connaissances en fait qu'on apprend quand on fait nos études de médecine, de savoir, par exemple, que, notamment, dans un ganglion, qu'est-ce qu'on va trouver comme cellule qui ne fait pas partie du ganglion, et donc qui est forcément une métastase. Dans les ganglions, il y a des cancers qui peuvent naître, et lymphomes, c'est des cancers qui naissent dans les ganglions. Et donc, le carcinome c'est des tumeurs développées à partir justement des revêtements de surface et des glandes. Et ça, on sait que ça n'existe pas comme tissu dans les ganglions, donc forcément, c'est un truc à déplacer. Morgane? Oui. Est-ce que je peux partager mon écran? On aura une question sur une fiche qui passe en RCP ce soir. Oui, je t'en prie, normalement, tu dois pouvoir, tant que tu caches bien l'identité, parce que tu dois pouvoir prendre la main, je pense. Attends, je vais essayer de cacher l'identité avant de partager. Attends, je vais essayer de faire ça pour qu'on n'ait pas l'identité du patient. Hop. Mais normalement, c'est bon, tout le monde peut... tu me dis. Voilà, j'ai mis la fiche, mais sans l'identité, comme ça. Écran partagé. J'arrête. Écran. Voilà. Alors, voilà. Partagé. Voilà, donc, je ne sais pas si tout le monde voit la fiche. Hein, du coup. Tu vois bien. Et là, voilà. Et donc, la fiche, c'était du coup, Sylvie, je te laisse... Oui, on a une fiche pour ce soir. Et j'avais un petit souci. En fait, en 2020, il a une lésion antibiotique. Voilà, carcinome épidermoïde. Et en 2021, là, actuellement, on lui retrouve un ganglion au niveau du muscle sternocléido-mastoïdien. Je voulais savoir si c'était une poursuite évolutive ou si c'était une deuxième localisation indépendante de la première. Alors, comme on est sur un ganglion, donc ça veut dire le plus probable, c'est que c'est sa tumeur initiale qui a disséminé dans les ganglions. Et l'autre option, ça serait qu'il a un nouveau cancer qui a donné une atteinte ganglionnaire.
Mais la probabilité, vu l'histoire du patient, c'est que c'est sa lésion initiale qui est contre la tumeur primitive est contrôlée, mais il y a une évolution ganglionnaire qui est en train de se faire. C'est ce que disait François tout à l'heure, il n'y a pas de carcinome épidermoïde qui naît dans un ganglion, en fait. Donc, quand il y a un ganglion qui a du carcinome épidermoïde, c'est qu'il c'est venu d'ailleurs. D'accord, donc à la limite, je peux faire une deuxième localisation, deuxième cas. Mais à ce moment-là, on serait dans la discussion tout à l'heure de le mettre, on peut se poser la question de le mettre dans créer une fiche en plus en le mettant bien en secondaire à ce moment-là. Ouais, donc du coup, parce que moi j'avais effectivement fait une décotation, quoi. Ici. Du coup, oui, voilà, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on cote ici, en fait, dans la situation? Là, on cote rechute, ça c'est sûr. Rechute. D'accord. Ouais. Et c'est là, en fait, où on peut coter effectivement la date de la nouvelle anapathe pour la rechute. Enfin, Oui. Alors, c'est vrai que, en fait, toutes ces fiches-là, elles ont un intérêt important pour pouvoir faire des statistiques. Et c'est vrai que sinon, ce qui est important, enfin, parce que c'est de toute façon, dans le texte libre, nous, c'est ça qu'on va considérer. Il avait un cancer du refilarié épiglotique après des cordes vocales. À peine un an après, il a un ganglion qui apparaît du même côté avec du carcinome épidermoïde. Donc, on sait que c'est la même maladie qui évolue. Donc, après, on peut parler de rechute ou de récidive, ça n'a pas grande importance. Mais oui, ce n'est pas une nouvelle localisation. Moi, ça me semble compliqué, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on se mette d'accord entre toutes les RCP, mais ça me semble compliqué de créer un nouvel item de tumeur chaque fois que ça récidive, quoi. C'est pas le but, hein, on est bien d'accord. Je pense qu'on est plus sur l'idée effectivement de bien garder le primitif, mais c'est de savoir coter au mieux en fait les rechutes, quoi. Et est-ce que peut-être qu'en fait peut-être que la fiche n'est pas très bien faite pour ça. C'est ça. Est-ce que par exemple, peut-être qu'il faudrait revoir nos fiches dans l'encart où on a la tumeur initiale, on devrait peut-être pouvoir, là-dedans, peut-être qu'après il faudrait qu'il y ait des items qui puissent évoluer avec la rechute, parce que parfois il y a des patients qui vont avoir plusieurs localisations, donc ils ont 1, 2, 3 des trucs comme ça pour la tumeur. Et en fait, c'est vrai que si on prend une fiche de RCP quand on l'imprime en PDF, ce ne sera pas forcément bien lisible. C'est vrai que peut-être que ce serait mieux que la rechute, elle soit à la suite de ce truc-là, quoi. Après, la rechute, elle est. C'est vrai qu'on aurait dans ce truc particulier où on n'a pas trop de rechute métastatique, un peu plus rare. Ce qui va compter, c'est la première date de rechute, en fait. Et après, c'est sûr qu'il y a deux usages différents. Il y a vraiment la fiche pour faire nos RCP, prendre nos décisions, où on va peut-être beaucoup s'appuyer sur le texte libre, mais où derrière, on va peut-être perdre un peu plus l'information un peu plus structurée qu'on pourrait sortir si on veut un jour travailler sur un peu une analyse statistique de ce qui est fait. Et c'est là où ça aurait un peu plus d'intérêt. Si on avait effectivement bien à chaque fois coté la date de rechute, l'apparition d'une lésion secondaire, ce genre de choses. Après, la façon dont c'est fait actuellement, ça ne nous empêche pas du tout de RCP de prendre nos décisions et de bien discuter. Mais c'est plus dans ce travail d'analyse statistique qu'il faudrait peut-être revoir les choses. Est-ce que éventuellement proposer, par exemple, quand je vous écoute, j'ai l'impression que peut-être on pourrait devoir pouvoir dupliquer tout ce qui est la zone disto, mais en gardant ça raccroché à la même tumeur, en fait. C'est juste que là, techniquement, c'est pas possible. C'est là d'où vient le problème. Donc, je ne sais pas du tout comment on l'utilise jamais. Je ne sais pas comment ça se présente quand on coche secondaire. Parce que sur les outils de radiothérapie, on a la même chose. Hein, c'est basé après sur les codes 10. Et donc, quand on crée un primitif et qu'après on crée un secondaire, il est automatiquement rattaché au primitif. Non, on n'a pas du tout là. C'est vraiment un bloc tumeur. C'est vraiment comme si c'était codé sur une autre tumeur, en fait. Donc, donc si ça paraît juste secondaire, mais on ne sait pas secondaire de quoi, ça ne servira à rien. C'est ça. Il faut qu'on ait secondaire de quelque chose. Donc, on a un groupe de travail là-dessus dans quelques temps, donc ce sera l'occasion aussi de nous de rediscuter, voir techniquement comment on peut rendre les choses possibles, en fait.
Mais c'est intéressant de voir qu'en gros, ce problème d'histo est un peu compliqué pour les rechutes, à coder en tout cas. Souvent, on le mentionne dans le commentaire des tumeurs. Ah oui, le siège du primitif. Mais ce qui va vraiment être important, voilà, c'est d'avoir ce résultat de biopsie qui confirme qu'on a retrouvé du cancer, donc on est sur une nouvelle évolution. Et du coup, laisser les items concernant la rechute ici, ça vous paraît cohérent en début? Parce que c'est la description clinique, mais en pratique, je pense qu'on ne cote jamais ça parce que la situation clinique, on la décrit dans la maladie. Primitif, localisation dynamique. Il est 13h59. Est-ce qu'éventuellement, il y a une dernière question avant qu'on puisse libérer Pascal a une dernière question, si elle peut. Dans les carcinomes épidermoïdes, comment on peut faire la différence quand c'est un cancer de la peau, des muqueuses ou un vrai ORL? Alors, ORL et muqueuse, c'est pareil. Dans ce qu'on entend par ça, il n'y a pas de différence pour les anapathes. Enfin, Joël connaît sans doute ça mieux que moi, mais c'est le même cancer. Enfin, il n'y a pas de... C'est le même terme, quoi. C'est juste la seule façon de faire la différence, c'est l'histoire de la maladie, la clinique. D'accord. C'est de la tumeur. Mais pour les anapathes, voilà, c'est le même type de tumeur. Les carcinomes épidermoïdes cutanés et les carcinomes épidermoïdes de la muqueuse, c'est des tumeurs qui ont le même aspect. D'accord, mais ma question, c'était dans le siège de la tumeur, parce que dans le siège de la tumeur, on peut commencer à chercher, mélanome, ça c'est facile, les tumeurs cutanées, on met la peau, et après, ça nous décline les... Alors, il faut que ça soit apprécié. Normalement, dans les simili, c'est peau de la face et du cou, si je ne dis pas de bêtises. Il doit y avoir peau du cuir chevelu. Il y a toute une joyeuse liste. Voilà. Et même un peu plus détaillé que... Donc là, ça va vraiment être selon la description qui a été faite. Donc nous, sur la partie ORL, ça va être du 44.1 au 44.4. Le reste, ça ne nous concerne plus. Mais là, je n'ai pas d'exemple de localisation, mais quelquefois, il y a des localisations, c'est un peu ambigu, en fait. Je pense que c'est que la lèvre. C'est pour la lèvre que ça peut être ambigu, parce que la lèvre, ça peut être face interne de lèvre ou ça peut être la lèvre cutanée. Il y a la lèvre muqueuse et la lèvre cutanée, mais à part la lèvre, je ne crois pas qu'on ait trop de... Peut-être les paupières à la limite, mais ça, c'est beaucoup plus rare. D'accord. Merci. Mais pour la lèvre, ouais, pour la lèvre, je pense qu'il faut même... il faut mettre, je pense, plutôt tumeur cutanée à la limite sans... Ouais, la lèvre, c'est vraiment une lèvre à part, mais... Parce qu'après, le nez, par exemple, ça n'y est pas non plus, c'est rangé dans la face, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a les fosses nasales, mais il n'y a pas de nez. Ouais. Normalement, après, le C44, il y a le 44.0. Normalement, c'est face cutanée de la lèvre. Voilà. Voilà. Ouais, donc là, par exemple, D'accord, voilà. Bravo, docteur Castelli. Si tu as des questions sur Cindy, n'hésite pas à ne pas me contacter. D'accord. C'est ce que je ferai. On a les mêmes galères en radiothérapie pour coter, puisqu'on est obligé de passer par un outil où il faut coter comme ça. Et c'est régulièrement mal rempli par les collègues. Après, vraiment, quand vous ne savez pas, il y a le truc magique SAI, sans autres indications. Vous en avez un générique pour SAI. Ah non, ça ne marche pas. Non, il faut commencer d'abord la localisation globale. Et il doit y avoir, c'est pareil pour l'oropharynx, on ne savait pas dans un oropharynx où ça se trouve, il y a toujours le code oropharynx SAI. Donc le SAI, c'est sans autre indication. En précision.
On peut avoir le cas pour la mandibule, parce que je ne sais pas si c'est extérieur ou interne. La mandibule, c'est interne. En tout cas pour nous. Anatomiquement, tumeur maligne de la mandibule, c'est l'os. Ce n'est pas un truc qui est au niveau de la peau en regard de la mandibule. Tumeur maligne de la mandibule, c'est des choses rares, c'est des tumeurs osseuses. D'accord. OK. Ok, merci. Je vous en prie. On va pouvoir s'arrêter là-dessus, je pense, sauf s'il y a vraiment une autre question. Merci beaucoup, Dr Casselli, Dr Bouillou. Du coup, on va voir ce que ça donne sur l'enregistrement et puis après, pour pouvoir diffuser, on va diffuser auprès des 3C qui auront l'enregistrement pour les donner au secrétaire RCP, nouveaux arrivants éventuels. Et ben, merci à tous, bonne journée. Merci tout le monde. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci François. Salut Joël, ouais. À ce soir peut-être. À ce soir, ouais. Merci tout le beaucoup. monde. Au revoir. Merci à Au revoir. vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.